Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Nous avons tous au moins une fois rêvé que nous remercions nos proches et collègues de tournage pour nous avoir portés pendant ce film lors de la remise de notre Oscar. Oui, devant un parterre de stars hollywoodiens, nous recevons le Graal tant espéré, l'Oscar. Bon, ok, c'est un rêve, mais ça fait du bien de rêver. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un acteur de cinéma, Mike Fédé, un jeune Martiniquais à l'ambition débordante. Mike, c'est une fraîcheur qui fait du bien. Un touche-à-tout, bourré de talent, qui pendant cette conversation nous parlera de son parcours, de son métier et de ses rêves. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Mike. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me touche. Alors, première question que je pose à tous mes invités, c'est la question signature de ce podcast. C'est vraiment le passage obligé, sinon on ne peut pas commencer le podcast. Ok. Toi, tu es plutôt thé ou café? Café. Ah, parfait. Café. Parfait. Ouais. Ce sera une vraie pause café. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu aimerais qu'on le fasse? Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé ta présentation, donc c'est un peu compliqué. J'aimerais juste que ça soit, quand on me présente, qu'on dise, surtout, mes origines, donc martiniquais, ça tu l'as dit. Voilà, que je suis élevé dans l'amour, qui a envie de donner de l'amour tout le temps et qui a su s'entourer des personnes qui savent lui donner de l'amour et de l'amitié et voilà. Et ensuite après au niveau du métier, oui, c'est un peu comme ce que tu as dit pour toi, touche à tout, qui a juste envie que les choses soient bienveillantes, mais quand même aussi très dans la réalité en ce moment, dans la maturité. On en parlera. On parlera de rêve, de maturité. Est-ce que tout ça c'est lié? Ouais. Mais avant ça, t'étais quel genre de petit garçon? J'étais un petit garçon très dans l'imagination, dans l'imaginaire, qui jouait avec plein de Dragon Ball Z, de Barbie aussi, et qui était en mode à faire plein d'histoires, plein de voix, qui du coup aujourd'hui est devenu mon métier. C'est ça qui est quand même assez impressionnant, c'est que t'as l'impression que les choses sont liées quoi dans la vie et depuis ta plus tendre enfance. Est-ce que tu penses que le rêve est une part essentielle au métier d'artiste? Est-ce que tu penses que sans rêve, c'est très compliqué d'être un artiste? Moi, je trouve que ça l'est. Enfin, je trouve que c'est le moteur, que c'est ce qui donne le feu dès le départ. Ça m'est arrivé, par contre, de rencontrer des gens où, en fait, c'était pas du tout ça leur rêve, et puis qui se sont retrouvés propulsés en tant que acteurs, actrices, et qui du coup voguent sur le truc, tu vois, mais n'empêche que y a toujours l'envie, le rêve du prochain goal, de la prochaine étape, de on a fini tel projet, maintenant j'aimerais tel projet aussi, rencontrer telle personne et tout ça. Donc je pense que le rêve, ouais, ça reste vraiment un moteur assez important. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier petit? Est-ce que pour toi, justement, cette part de rêve, le fait de te parler, de créer toutes ces histoires, c'était déjà sûr dans ta tête que tu ferais un métier artistique? Peut-être que tu savais pas encore ce serait le cinéma, ou peut-être que si. C'était quoi ce rêve de petit garçon? En fait, depuis gamin, c'était ça. En fait, il y a eu un moment donné où je crois que c'était vraiment, c'est carrément ça, hein, le truc un peu basique de vouloir faire plaisir aux parents, et je m'étais dit, mais pas parce que eux ils voulaient que je fasse ça, mais juste parce que moi je voulais, plus tard je savais que si je faisais ça, donc c'était avocat, que je pourrais payer les plus belles robes à ma mère. Oh, trop bien, j'adore. Sauf que Bibi a vu que c'était combien d'années d'études, Bibi a dit non, pas du tout. Alors, je vais trouver un autre moyen. Non, donc je vais revenir à la base, à ce que j'aime vraiment, et donc ce que je voulais faire depuis gamin, c'était d'être comédien, d'être acteur.
Tu as grandi en Martinique? Ouais, jusqu'à mon bac, voilà. Après mon bac, je suis venu à Paris. Quand tu grandis en Martinique, est-ce que à l'époque où tu es enfant, tu as des modèles dans le cinéma qui te poussent vers ce métier? Est-ce que tu avais déjà ces représentations ou c'est que ton imaginaire qui t'a aidé à aller dans cette direction? Bah, écoute, c'est vrai que pour être vraiment honnête, des fois quand je vois des amis à moi qui ont vraiment des références, des noms, limite des répliques cultes, je me dis ah là là, j'ai l'impression en fait d'avoir, parce que du coup je suis d'une époque où on commençait à voir le satellite, Canal+, machin et tout, mais si tu veux, j'étais tellement dans mon imagination que c'est pas vraiment ce qui m'a nourri, mais j'aurais tellement aimé avoir cette représentativité qui explose aujourd'hui. Alors bien sûr, bien évidemment, j'avais des Whoopi Goldberg, j'avais des Will Smith, j'avais des Meryl Streep, ouais, à fond Meryl Streep, mais tu vois, au niveau vraiment, même acteur français, qui soient pas des trucs un peu bateaux comme on... Parce que nous, franchement, je me souviens qu'on avait, oui, on avait des Louis de Funès qui passaient à la télé, ça on voyait, mais pour m'identifier à ça, pas vraiment. Je peux pas dire que ce soit vraiment des noms qui m'aient donné envie de ça. Mais ouais, donc je me dis, oh là là, aujourd'hui je serai un gamin, mais waouh, je serais sur un Daniel Kaluuya, je serais sur des femmes aussi, mais qui sont tellement, enfin, qui sont récompensées maintenant, tu vois, que ce soit Angela Bassett, que ce soit Viola Davis, que ce soit, enfin voilà, tu vois. Alors par contre, oui, pardon, je cite vraiment que des noms d'acteurs afrodescendants, mais c'est tellement important. Mais c'est important et je te rejoins totalement. Et c'est vrai que quand on n'a pas de représentation, pour certaines personnes, c'est difficile de se projeter. Toi, tu as eu la chance d'avoir cette capacité, je vais y arriver, cette capacité à le faire. Et c'est énorme. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce qu'elles ont l'impression que c'est pas pour nous, en fait. Et c'est dommage. Et ce qui est cool, c'est que, ouais, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a cette représentation. Et ce qui est encore plus cool, c'est de se dire que demain, il y a un gamin qui va dire, putain, mais moi, c'est Mike Fédé, en fait. Ah. Je l'ai vu à la télé et c'est grâce à lui que j'ai envie. Et c'est tout ce que je te souhaite, que demain, tu as un gamin qui vienne te dire je veux un autographe ou te dire c'est grâce à toi que j'ai commencé mes cours au théâtre ou des choses comme ça. Et c'est trop bien. Tu sais, j'ai une visualisation depuis que j'ai commencé ce métier, où je me dis, le jour où je recevrai une statue, quelle qu'elle soit, euh, que je vais regarder droit dans les yeux la caméra, remercier X, Y, B, Z, mais avant tout, je crois même avant de remercier les gens, je vais dire, voilà, là maintenant je vais le faire, c'est juste de regarder toi, la fille ou le garçon qui est en train de me regarder, qui vient de Martinique, qui vient de n'importe quelle île, et tout ça, et te dire, mais c'est possible, c'est carrément possible. Ça, c'est vraiment ma visualisation, je me dis, ok, je vais faire ça. Et voilà. Mais tu sais, après, pour cette histoire de voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné envie, je me dis, mais ça reste quand même un atout parce que vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde et de jouer avec un grand nom. Je saurais qui cette personne est, je connaîtrai son background et tout ça, j'aurai beaucoup de respect. Mais en revanche, je pense que ça me retire ce stress de dire, oh là là, je vais jouer avec Jean Dujardin, oh mon Dieu, oh je vais jouer avec Catherine Deneuve, oh là là, et tout ça. Ça sera pas, hey, salut poteau, ça sera pas, hey, ça va copine, pas du tout, tu vois, mais ça sera en mode, ok, cool, je suis là avec toi, par contre on va travailler, je vais pas te demander un selfie, tu vois. Ouais. Donc ça me retire ce truc d'un peu admiration fan, où je préfère qu'on soit vraiment en mode collègue, et puis voilà. Mais en tout cas, moi, je retiens que le jour où tu as ta première statuette et que tu fais justement ce discours, moi, j'aurai mon podcast en me disant il l'avait dit, c'était dans mon podcast. Énorme. Alors, moi, il y a un truc qui m'a bluffé quand j'ai fait mes petites recherches sur toi. À 20 ans, à l'âge où les jeunes écument les boîtes de nuit, surtout aux Antilles, on le sait, toi, tu publies ton premier livre. Je trouve ça énorme. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et comment tu as réussi à écrire un livre aussi jeune? Alors, du coup, moi, c'était
c'était plus jeune encore. C'est mon tout premier qui est sorti. C'est un roman fantastique. Et ça a été un peu mon passage de l'enfance à l'adolescence. Et j'ai sorti mon Ok. premier bouquin autour de mes 14 ans. Et Waouh, ok. ouais. Et après, effectivement, à 20 ans, j'ai sorti mon troisième. Mais du coup, celui-là, Ah c'était oui, en donc ouais, France. c'était le troisième déjà. Ouais, parce qu'en fait, les deux premiers, c'était aux Antilles, donc dans une maison d'édition D'accord. antillo-guyanaise, qui était guyanaise d'ailleurs, cette maison d'édition, Ibis Rouge. Et après, voilà, j'ai sorti ce bouquin à Paris, qui s'appelait Je n'ai jamais. Et donc, comment on fait? Alors, pour le tout premier, comment on fait? Ben, tu prends ton père qui croit que tu es sur des sites porno toute la journée, et du coup, pour lui fermer son clapet, tu lui dis, bah, je suis pas sur des sites porno, je suis juste en train d'écrire, donc tiens. Et puis arrête de m'emmerder. Waouh. Et Imagine quand tu lui dis ça, tiens, voilà ce que je c'est faisais. ça, puisque le monsieur m'a mis au défi, il m'a fait, ah ouais, tu écris, ah ben sors des trucs, on va voir si tu écris. Ah ben, Il a réagi comment quand tu lui as présenté le manuscrit de ton eh premier ben, livre? écoute, c'est beaucoup de chance et heureusement que j'avais un père qui était sage, je m'en rends compte avec les années, parce qu'il s'est dit, oh là, j'ai pas été fin, j'ai été un peu, du coup il a été bluffé, il s'est dit, ok, j'ai été bête, ah ben, je vais corriger ma bêtise et je vais tout faire pour que tu sois édité. Donc il l'a présenté Waouh, d'accord. il l'a montré à monsieur Raphaël Confiant, Ah oui, qui il était un très grand écrivain martiniquais. exactement. D'ailleurs, la boucle est bouclée parce que là, dernièrement, j'ai enregistré un livre audio de Ouais. Raphaël Confiant. Et je me dis, ah, c'est un bon Oh, truc, parce que lui, waouh. il m'avait fait ma préface de ce premier bouquin. Ok. Et il avait donc donné toutes les coordonnées à mon père pour cette maison d'édition. Et ça m'a permis vraiment de faire de très belles rencontres, en fait, grâce à ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Après, sur Paris, en mode solo, là, c'était plutôt à semi-compte d'auteur. Donc voilà, pas forcément de pub, de présence en librairie et tout ça, donc un peu plus compliqué, où c'est un peu plus à toi à faire ta démarche et tout pour te vendre en tant qu'auteur et ton histoire. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est énorme. Pour moi, écrire un livre, c'est tellement complexe comme exercice. À 14 ans, toi, t'as pas eu... Est-ce que des fois, c'est vrai que le jeune âge, tu me diras ce que tu en penses, des fois, le jeune âge fait que on n'a pas conscience des difficultés. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir écrit ton premier livre à 14 ans, justement, t'as pas perçu que c'est compliqué d'écrire un livre et tu t'es juste dit, j'ai envie d'écrire, je vais Mais l'écrire. tu sais, c'est tout à fait ce que tu dis. Pour cette démarche qui effectivement peut paraître complexe, parce qu'en fait, ça part, pour ceux qui ont envie de sortir un bouquin, d'être auteur, ça part vraiment d'un énorme défi, désir et tout, alors que moi, c'était tellement déconnecté, c'était comme je te disais, je jouais. Je jouais, Ouais. je troquais mes jouets pour passer à autre chose et je créais mes propres histoires parce que ce que je voyais à la télé, ça me disait pas grand chose. Et donc voilà, je couchais les histoires comme ça sur l'ordinateur et tout. Et puis ça sortait avant mon premier livre édité. J'avais déjà écrit des trilogies de machin et tout, tu vois. Et donc, si tu veux, comme j'avais pas d'attente, j'avais pas tu vois, je devais pas rendre un manuscrit et Ouais. tout ça. Ça n'avait Ce pas de qui m'a pression. bloqué après. Ce qui m'a bloqué, c'est-à-dire quand c'est devenu Ouais. quelque chose de professionnel, je me suis dit, ah, bah tiens, il n'y a plus d'inspiration, c'est bizarre. Et ensuite, pour le livre en métropole, ça a été grâce à ce qu'on dit chez nous, un gros poil. Euh, C'est vrai. une sorte de chagrin d'amour, quoi. Et donc Ouais. là-dessus, j'étais en mode, ok, bon, bah maintenant, j'ai juste l'envie d'écrire est là, je la prends juste comme une sorte de catharsis, d'envie ok, j'ai envie que du positif revienne dans ma vie, ben je vais inventer une histoire où à chaque fois, à chaque fin de chapitre, ben je mettrai une sorte de maxime où ben voilà, l'amour triomphe et donner un petit peu où j'en suis dans ma vie. Et donc ça a été motivé par ce chagrin d'amour où quand on est voilà dans cet état, on est dans un truc un peu déconnecté, sans attente, sans plus rien, et souvent on se transcende.
C'est vrai, je suis totalement d'accord. Les plus belles chansons pour moi, ce sont des chansons d'amour, Mais par exemple. oui, on se love dans les Elles draps, sont on bien, écoute, on se dit, ah, mais c'est cette ça, chanteuse, ce chanteur, il me comprend, elle me comprend. c'est ça. Mais totalement. Mais c'est énorme parce que, tu vois, j'ai écrit un bouquin. Alors, c'est peut-être plus facile parce que c'est beaucoup de théories sur mon métier d'hôtesse de l'air qui m'a quand même pris 2 ans. Ben, honnêtement, 2 ans parce que j'ai pris 1 an à me dire je vais le faire. Ouais, Mais donc après c'est relativement été rapide pour l'écrire, mais là je me suis dit ok c'est fait, j'ai envie d'écrire un roman et là alors alors c'est même pas le premier chapitre mais les premières pages sont sorties très rapidement et tu vois comme toi c'était ok j'ai juste envie d'écrire donc je vais écrire donc j'ai écrit les premières pages mais assez rapidement en me disant de toute façon c'est pas un truc à présenter voilà et j'ai mon mari qui est très critique alors mais vraiment ouais, on s'aime d'un amour mais hyper profond mais si je fais un truc dégueulasse il va me dire ouais. non non je t'aime et parce que je t'aime non tu vois et je lui ai fait lire et il m'a dit laisse-moi le temps je lis et après je reviens vers Hmm. toi ok et en fait il est revenu vers moi il m'a dit faut le continuer et je regarde et il me dit faut le continuer et ça m'a bloqué ça m'a Mais je carrément te comprends bloqué et depuis je tellement. n'ai plus Oh rien là là. écrit je n'ai plus rien écrit depuis parce que je m'attendais tellement à ce qu'ils me disent non mais bon c'est pas voilà c'est pas top tu devrais retravailler des trucs et en fait il a kiffé il m'a dit mais non mais faut le terminer et ça m'a bloqué et là Ouais, ouais, ouais. donc c'est Mais compliqué je sais, j'entends, je comprends tellement parce que, ouais, j'ai pareil, j'ai ça là, j'ai quelque chose qui est sur le feu où tu te dis, ah, ouais ben, en fait, c'est une bonne idée, tout le monde te dit que c'est une très bonne idée. Et puis, ben, il y a rien qui sort, les gars, il y a rien qui sort. Sauf que, en fait, je me dis que c'est une affaire de discipline. C'est une affaire de discipline ouais où c'est comme quand tu as arrêté le sport pendant un moment, les deux prochaines séances sont les plus compliquées. Et après, tu reprends le rythme et ça passe. Et là, ça doit être ça en fait, parce qu'après, on est pris aussi par le quotidien. Il faut aussi se créer un environnement propice à ça. Mais la créativité aujourd'hui, et c'est quand même un peu embêtant que ça soit pas comme bah, quand j'étais adolescent ou comme quand j'étais en chagrin d'amour, où tu te dis, mais la créativité, en fait, ça demande une certaine discipline. Et quand ça demande de la discipline, bah, moi, en tout cas, je me considère comme fainéant et je me dis, bah, j'ai pas l'énergie. pas J'ai envie pas quoi la flemme l'énergie, mon énergie, j'ai envie de la mettre ailleurs, et c'est normal, et c'est important d'aller là où ouais on veut que son énergie aille. Il faut pas se forcer, surtout pour l'écriture. Je trouve que c'est tellement intime. Mais voilà. Et jusqu'à ce que, bah, on risque d'avoir l'histoire, le thème qui nous passe sous la main et que quelqu'un prenne à bras le corps, aille plus vite que c'est nous. C'est que ça en fait. C'est que ça le succès. C'est que des gens qui osent et qui vont au bout. C'est vrai. Et tu vois, je te rejoins quand tu parles de discipline. Il y a pas plus tard que, je crois, il y a 3 jours, j'écoutais un podcast. Donc, c'est le podcast de Tony Parker qui recevait Joël Dickers, donc très grand écrivain que j'adore. Et Joël disait exactement la même chose que toi. Il disait, l'écriture, c'est un sport pour lui et c'est une question de discipline. Et il disait que lui, c'est sa discipline à lui, c'est tous les jours d'écrire 8 heures par jour. Waouh! Et sauf les jours où il a des rendez-vous, mais que globalement, il écrit toute la journée. Et les jours où il a rendez-vous, ce sera l'après-midi, parce que son énergie, comme tu le disais très bien, ben, son énergie, c'est le matin. Mais il se réveille très très tôt, il écrit, et il fait que ça, et tous les jours. Et c'est vrai que je me dis, waouh, en fait. Et Tony lui a demandé, est-ce qu'il avait le syndrome de la page blanche. Il disait que c'est tellement devenu normal pour lui d'écrire que ça lui arrive quasiment jamais, en fait. Parce que tous les jours, il écrit. Et son cerveau, sa main est Mais habituée à bien écrire. sûr. Donc, tous les artistes sont d'accord Ouais, avec ouais, et toi. puis bah, mais après, tu vois, je veux dire, tu fais 8 heures de quelque chose qui te passionne, je fais 8 heures de quelque chose qui me passionne aussi, et en fait, c'est juste que aujourd'hui, l'écriture n'est pas au centre de tout ça, c'est tout. Mais voilà, parce qu'il faut aussi être indulgent avec soi-même, et voilà. Alors, en 2005, tu intègres l'école Claude Mathieu, l'école des techniques et des arts du métier d'acteur. Qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là quand tu intègres cette école? Est-ce que pour toi, c'est clair, tu vas devenir un très grand acteur ou est-ce que c'est
juste le plaisir d'apprendre? Alors pour moi, bah, c'est déjà un premier pas dans cette jungle avec beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et je me dis, Ouais. bah, déjà il faut faire les choses bien pour parce qu'il faut faire les choses bien dans ce métier. Faut pas débarquer comme ça et tout. Et cette école a été vraiment vraiment top parce que ils étaient pas c'était pas ils nous mettaient pas des freins, mais ils étaient vraiment ils insistaient sur le fait, ok, les bases, donc le classique, marcher sur scène, travailler sa voix, plein de choses, et travailler les alexandrins et tout, et vraiment ça nous a permis d'avoir une sorte d'esprit de travail, d'esprit de cohésion, de groupe. C'est plutôt une école de troupe pour moi aujourd'hui avec du recul. Et voilà, et je suis vraiment reconnaissant d'avoir été dans cette école avec d'autres personnes, comme une autre martiniquaise qui est reconnue aujourd'hui au cinéma, Annabelle Langron, qui a été aussi dans cette école. Oui. Voilà, donc tu vois, ça permet de créer des personnes et des états d'esprit plutôt équilibrés, je trouve. Et donc moi, ça a été vraiment de l'apprentissage avant tout, et pas en me disant, parce que sinon, bah, je serais allé dans d'autres écoles avec des noms beaucoup plus connus, qui ont un carnet d'adresses, mais que Ouais. j'ai tenté en stage et non, la vibe était pas ouf. La vibe était pas ouf. Est-ce que tu penses qu'avoir les bases, en quelque part, ça rassure aussi après, en se disant, OK, mes bases sont bonnes, j'ai les bons acquis, maintenant je peux me projeter plus loin et je peux oser plus? Exact, je suis à 100% avec ce que tu dis, oui, c'est ce que je pense, parce que avec ces bases-là, tu ne peux pas savoir aujourd'hui, mais tout ce qui m'est permis de faire et tout ce qui m'est la façon dont je peux m'adapter vraiment partout en fait, que ce soit sur scène, que ce soit face à une caméra, que ce soit dans mon quotidien aujourd'hui face à une bande rythmo en doublage, ces bases-là te permettent d'être un caméléon et de te dire, ok, donc je pars de là, en revanche, je sais que je peux emmagasiner encore d'autres connaissances, je peux aller plus loin, je peux me reposer sur ce que je sais faire, mais ça ne m'empêche pas d'apprendre encore. Donc voilà, c'est ça Et qui... tu vois, je te pose cette question parce que je trouve, tu me diras ce que tu en penses, qu'on est dans une ère où on a envie d'aller très vite, voire de sauter des étapes dans beaucoup de métiers. Les réseaux sociaux n'aident pas. On a l'impression que tout est rapide, que tout est accessible à portée de main, et c'est vrai en quelque part. Mais souvent, je me dis, il manque peut-être des fois la base. Quand je regarde certains contenus ou certains boulots, je me dis, là, j'ai l'impression qu'il manque la base, que c'est pas très solide au niveau du socle. Et peut-être que s'il y avait cette solidité, ben, le reste serait plus consistant et que la personne en face, elle me paraîtrait peut-être plus professionnelle et serait peut-être même plus apte à faire plus de choses. La maturité aujourd'hui me Voilà. permet de dire... Non, non, ce que j'allais dire, c'est que bah, aujourd'hui, avant, je t'aurais dit, ouais, mais de toute façon, pas d'inquiétude, ça monte, ça redescend aussi vite que c'est monté. Mais aujourd'hui, en fait, il faut constater que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Il y a des gens qui éclatent, qui sont désirés, qui sont voulus, qui sont choisis. Ouais, Donc il faut faire avec. Et d'autant plus que des fois, ce ne sont pas non plus que des personnes qui ne sont pas talentueuses. Ce bien sont des sûr. personnes qui sont chanceuses et qui ont raison de s'entourer, de bien s'entourer et de profiter d'être bien entourées. Mais ben, je me dis, ok, il faut pas que ça soit un frein pour moi non plus. Il faut pas que je dise que si je n'y arrive pas et si je ne suis pas là où j'ai envie d'être encore aujourd'hui à 35 ans, que c'est à cause de ça, 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 ça. Ouais, Je me non, suis bien toujours sûr. refusé ça. Je me suis toujours refusé de me dire, bon, mais c'est parce que je suis métisse qu'il y a des obstacles et tout ça. Even if there's a reality. Yeah. But tu vois, je me suis toujours refusé de me dire c'est à cause d'effets extérieurs. Non, c'est moi qui dois en faire plus, c'est moi qui dois être patient, ok, attends, le mojo va venir et tout ça. Donc, aujourd'hui, je me dis, bah, écoute, c'est comme ça. Je constate que oui, effectivement, bah, tu as des effets de mode et puis, bah,
et oui, ça redescend. Mais je reste vraiment, vraiment, vraiment connecté à la plus belle parole qu'on ait pu me dire dans ma vie aujourd'hui. C'est ma meilleure amie Mylène, c'est ma sœur. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, toi, tu ne prends pas l'ascenseur, tu prends l'escalier. Ouais. Donc, je monte, je dois être peut-être au 8e étage sur un gratte-ciel 36. Et voilà, il y en a qui sont montés au 36 de suite. Pas de souci. Moi, je serai toujours en train de monter, puis on va peut-être se retrouver au même palier. Ouais. Sauf que je serai en ascension quand ça sera de l'autre côté, où je souhaite à tout le monde d'aller au sommet ensemble, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère voilà, être dans la graduation. Et je pense vraiment pas que je dis ça pour me rassurer. Je regarde, il faut se retourner, je vois le parcours, et à un moment donné, voilà, je suis quelqu'un qui est humble et tout ça, mais je suis content du chemin parcouru. Et tu as bien raison, tu as bien raison. Tu fais du théâtre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui me fascine parce que je vois ça comme quelque chose de waouh, tu vois. Comment toi, tu as vécu cette expérience du théâtre? Ça a été très tôt. Alors, la scène en soi, je l'ai découverte avec ma mère. Et elle était chorégraphe, prof de sport à l'université des Antilles et de la Guyane. Donc elle m'a mis très tôt sur scène pour permettre à ces danseuses de s'habiller, et ces danseurs aussi de se préparer, tout ça. Mais ma première grosse expérience, ça a été avec Aurélie Dalma, Aliou Cissé, Ina Boulanger, en Martinique, dans une pièce qui s'appelle Phèdre de Racine, mise en scène par Philippe Adrien. Et ouais, et en fait, je suis à la maison, quoi. Je suis à la maison, c'est-à-dire le pied sur scène, la magie de la scène. Il y a vraiment une magie. Tu peux être malade comme un chien. Dès que tu mets un pied sur scène, il n'y a plus rien en toi. Tu es là, tu habites quelqu'un d'autre qui est pas malade, ben t'es pas malade, quoi. C'est assez fou. Donc, ouais, pour moi, c'est la maison, c'est where I'm supposed to be. Ouais. Est-ce que le théâtre, pour toi, c'est différent du cinéma? Ou est-ce que ça l'est. Ouais, ça l'est. Ça l'est tellement parce que déjà c'est vivant. C'est vivant parce que quand je dis vivant, ça veut pas dire que le cinéma c'est mort, mais vivant dans le sens où ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Tu as un public différent chaque soir. Tu as une énergie différente chaque soir. Tu ne peux pas refaire. Tu ne peux pas, tu vois. Alors qu'au cinéma, on peut couper, t'as bafouillé, c'est en mode ah pardon, emmène-moi un Twix, clac clac, et puis on repart, tu vois. Ouais. Mais voilà, et puis j'aime ce côté instantané où bon bah c'est dans un laps de temps donné et on y va, on donne tout, on est ensemble. Tandis qu'en tournage, il y a beaucoup d'attentes, il faut activer tout ça assez vite, mais c'est différent et c'est pas inintéressant. Parce que j'aime aussi ce côté, bon bah il faut être sur le qui-vive, se répondre, imaginer plein de choses autour de soi, parce que t'es pas forcément dans les décors, tu vois après le résultat, tu fais ah ok super ça a donné ça, très bien. Et puis voilà, tu es vraiment dans l'œil du réalisateur. Pour l'instant j'ai beaucoup fait de réalisatrice. Et ça je trouve ça très bien. L'ambiance sur le plateau est différente, il y a une douceur, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment tout en étant très 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 exigeant mais dans une finesse, tu vois. Donc c'est complètement différent pour répondre à ta question. Tu fais des doublages, énormément de doublages, notamment sur Netflix, et c'est vrai que quand j'ai vu ça je me suis dit mais balèze le mec quand même. Mais balèze. Est-ce que tu peux nous parler de cette technique alors moi j'ai vu des scènes de doublage à la télé, mais en vrai j'en ai jamais vu, mais je me dis qu'il faut avoir un focus, une précision, mais au centième près. Comment déjà t'es arrivé à faire du doublage et comment tu vis cette expérience? Alors ça a été vraiment le chemin inattendu. Ouais. C'est-à-dire que un jour je me suis dit bon écoute t'as du temps là, tu sais quoi, va rajouter une corde à ton arc.
Et j'ai fait un stage grâce à l'AFDAS, qui est un organisme qui permet aux intermittents du spectacle de se former dans un art, une activité artistique. Et j'ai choisi donc de faire du doublage avec un monsieur qui m'avait découvert sur Internet, qui m'a dit, bah écoute, pour que tu puisses travailler, fais mon stage comme ça. Et donc Jean-Marc Pantier, qui m'a permis de faire ce stage-là. Et puis, je me disais, bon, ben, ouais, c'est cool. C'est cool, j'en fais une fois tous les 3 mois, ça me suffit, je fais autre chose. Puis après, une fois tous les 2 mois, une fois par mois, une fois par semaine. Tu te dis, oh, c'est cool. Finalement. Cool. Et puis surtout, je travaille, quoi. Comme tu dis, ça demande une précision, c'est une technique. C'est une technique. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent en me disant, écoute, on m'a dit que j'ai une super voix, je veux faire ça et tout ça. Ma réponse, c'est tout le temps, formez-vous, forme-toi. C'est pas parce que tu as fait deux vidéos qui ont fonctionné, que tu as fait, qu'on te dit que ta voix, c'est Barry White, ou que tu... Non, c'est une super technique. Et j'ai un ami qui m'a dit un jour, mais... Franchement, je dois te dire pardon, parce que quand tu me disais que tu travaillais ton outil de comédien tous les jours, je ne t'ai pas cru. Je trouvais ça, je me disais, bon, il exagère. Et il a fait ce stage, lui, en tant que comédien, et il a dit, mais tout ce que ça demande en émotion, en connexion avec soi, en instant... Tu vois, en réactivité, pour être dans l'instant, pour être juste, regarder, mais en même temps écouter, et tout. Il me dit, mais c'est un travail de dingue. Et moi, je suis ravi d'être là-dedans, parce qu'effectivement, je bosse tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression de devenir un peu un meilleur acteur, quoi, parce que j'ai accès à des acteurs américains, anglais, espagnols, portugais ou quoi, et qui eux ont la chance de pouvoir interpréter des rôles et de livrer des émotions. Je me dis, ah punaise, mais quel cadeau, quoi. Et surtout, ce que je te disais par rapport au tournage, ça nous permet d'être dans une sorte de réactivité et d'instantané où si un réal aujourd'hui me demande de faire quelque chose, je suis capable d'adapter mon jeu tout de suite. C'est énorme, je trouve ça énorme, et comme tu le dis, c'est parce que tu le travailles tous les jours. Est-ce que, pour nous faire rêver un peu, tu peux nous dire quel acteur, est-ce que tu as le droit de nous dire quel acteur tu as doublé? Alors, le plus gros que j'ai doublé, que je suis pratiquement tout le temps, il s'appelle Billy Porter, qui est donc je sais pas si les gens, pour qu'ils se fassent une idée, c'est ce comédien, cet acteur qui est arrivé sur les plus grands tapis rouges, dans des tenues extraordinaires, en mode smoking mais jupe longue, robe longue en bas et tout, enfin bref. Donc lui, je l'ai doublé dans Pose, j'ai doublé dans des films, j'ai doublé dans American Horror Story. Là, dernièrement, mais je ne peux pas en parler, je ne peux pas, vous ne m'aurez pas, même sous la torture. Mais j'ai des gros blockbusters qui vont sortir, dont un film dont je suis assez fier et qui a un rapport avec les Antilles, justement, sauf que ce sont les Américains qui l'ont traité, évidemment. Voilà, et donc, Billy Porter, qui je peux te dire d'autres? Il s'appelle Pape Essaïdou. Je sais pas comment prononcer son nom, mais c'est un super acteur. Il est formidable. Okay. Il est en ce moment dans une série sur OCS que j'ai doublé. Je n'ai plus le nom en tête, mon Dieu. C'est honteux. Mais en tout cas, il était dans... Mais voilà, enfin, c'est pas forcément des personnes qui sont connues, mais si tu veux, ce sont des personnes qui sont vouées à être hyper dans le paysage, quoi, dans le paysage à fond. C'est un bonheur de retrouver des acteurs dans d'autres films, d'autres séries et tout, parce que il y a un travail qui a été fait dans les autres pays. Qui commence à être fait en France. Je suis hyper optimiste pour la France, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y en a un qui est fait et qui est très bien.
et qui va porter ses fruits petit à petit. Mais donc voilà, je suis content de les retrouver et surtout ça me permet en fait j'ai été dans le doublage, ça y est je raccroche mes wagons, j'ai été dans le doublage à ce moment-là, au moment où ce travail qui a été fait dans les autres pays a permis à des acteurs afrodescendants, à aussi des sexualités visibles à l'écran et tout ça, d'émerger, d'être vu et d'avoir des histoires à raconter, d'avoir leur histoire à raconter, de montrer que bon, bah ouais, il n'y a pas que Brad Pitt, quoi, les gars. C'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est motivant et je me dis, moi je suis comme toi, je suis très optimiste pour ce qui se passe dans l'audiovisuel de manière générale en France et je me dis, malheureusement on a toujours un train de retard, mais il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites et faut quand même le souligner. Donc c'est super intéressant et c'est vrai que quand on voit des afrodescendants sur des prime time ou en couverture de magazine ou sur des rôles importants, on se dit allez, ça commence, mais on y est quoi. Mais on y est. C'est hyper important. Il y a Will Smith qui a écrit son livre Will, qui est génial, qui est vraiment génial. Si vous ne l'avez pas lu, lisez ce livre, c'est une pépite, je l'ai adoré. Et dans son livre, il dit qu'à un moment, il s'est perdu dans ses rôles. Il s'est perdu dans le sens où il s'est confondu avec les personnages qu'il jouait et il est devenu ces personnages-là. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être tellement à fond dans un rôle que ce rôle-là, ben, tu deviens ce rôle-là, tu deviens ce personnage-là? Ça t'est déjà arrivé? Écoute, je parlerai plutôt de synchronicité, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a des rôles qui viennent à un moment donné dans une période de ta vie, puis tu te dis, oh là là, mais ça me parle énormément, mais c'est pas possible, mais tu te dis, ah mince, c'est la réponse au questionnement que je me pose et tout ça. Mais pour aller plus vers ta question, je dirais que il y a des fois que quand je rentre à la maison, je suis dans une humeur et c'est que récemment, je me suis dit, mais putain, mais écoute, tu as été dans des émotions aujourd'hui assez extrêmes et c'est normal que tu sois dans cet état un peu ok, pas envie de parler, un peu à cran, comme si t'avais bu trop de café, tu vois, et je me dis, ah mais ouais, mais t'as vu ce que t'as interprété aujourd'hui, le mec il était juste enragé face à sa femme, ou il était juste enragé face à la terre entière, ou il a subi des violences policières, ou quoi. Et ouais, et après, en fait, même si j'ai un peu ma soupape de décompression où je rentre en voiture et tout, il faut vraiment que ça descende, quoi. Donc, c'est pas tant que je me perds et que je m'identifie à eux, mais effectivement, à l'intérieur, ça bouge. À l'intérieur, l'énergie, elle est là, quoi. Et voilà, alors après, comme Monsieur Smith, j'ai pas encore ce travail-là sur un temps tellement long que tu travailles ton personnage, que tu es dedans, que tu vois, j'ai pas encore cette expérience-là pour peut-être me avancer les mêmes choses que lui. Mais ne serait-ce que la simple chose comme ça, où dans une journée, j'ai vécu diverses émotions, où ça chamboule tellement à l'intérieur, je me dis, ah ben, peut-être que ça peut être quoi. Ouais. Il y a Penelope Cruz qui disait que quand elle joue un personnage, dans sa vie de tous les jours, elle va, alors sans, comme Will Smith, elle est vraiment être ce personnage-là, mais par contre, elle va changer des petites choses. Par exemple, elle dit chaque personnage aura un parfum différent. Elle se refuse à ce que chaque femme qu'elle joue ait le même parfum. Et en fonction du caractère du personnage qu'elle doit jouer, elle va choisir un parfum qui correspond au caractère, des choses comme ça. Même dans sa façon de s'habiller, elle va se rapprocher du caractère de la personne qu'elle interprète. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire ça? Écoute, moi je dirais plutôt que c'est avec mes cheveux. J'essaie de pas donner la même coiffure à chaque fois au rôle que je peux avoir. En revanche, je suis d'accord avec elle, l'odeur c'est hyper important. Alors moi du coup je change pas d'odeur, je garde, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour les tournages et tout ça, j'ai besoin d'avoir l'odeur du parfum de mon père. C'est vraiment quelque chose où c'est la seule chose qui va appartenir à Mike là, tu vois. Alors que tu vois, je retire tout, je retire bijoux, je retire bagues, je retire tout ce qui peut m'appartenir. Je déteste quand on me dit est-ce que tu peux venir avec tes vêtements pour tourner. Non, 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 non. C'est parce que c'est moi, quoi. Je peux, ça me
casse du travail à aller vers le personnage. Donc oui, changer, moi voilà, c'est mes cheveux, Ok. voilà. Pareil, physiquement aussi, tu vois, là quand on me demande si je dois être torse nu ou quoi, ben ouais, je vais bosser, aller au sport et tout. Ça serait tellement plus facile qu'on me demande de grossir. C'est quoi le plus difficile dans ton métier? C'est... Bonne question. C'est le doute. J'allais dire, alors attends, le doute, je pense que c'est la réponse intelligente. La, c'est ce qui m'est venu en fait là tout de suite, c'est dans ma vie personnelle, ma vie de couple, où je me dis ouais, est-ce que c'est compatible à ce point? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça ne me brime pas? Est-ce que tu vois? Ça, Tu penses que c'est compliqué d'être avec un artiste, avec un acteur ou un artiste? Ah, demande à mon mec. Il est psychothérapeute en plus, donc il me dit mais j'en peux plus de vous, les acteurs, les artistes et tout ça. Enfin, en plus depuis qu'il m'a rencontré, pas grâce à moi, mais bizarrement, sa chronicité, il a beaucoup d'acteurs, actrices qui viennent, connus, moins connus. Et du coup, il me dit, mais oh là là, mais toi. Donc, ouais, et en même temps, c'est bien parce que ben, on n'est jamais avec quelqu'un qui nous ressemble, quoi. Et ça me Ah, permet c'est d'avoir marrant. cet ancrage qui est important et voilà. Et donc, pour la réponse intelligente, entre guillemets, le doute, pour moi, c'est aussi la chose la plus dure parce que ben, on est sans cesse dans une remise en question. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ou voilà, le doute de, ouais, bon, ben, un tel. J'ai pas tant ça parce que j'ai plutôt beaucoup de plaisir à voir les autres réussir. J'ai pas de jalousie, ça me met pas dans un état de doute parce qu'on est tous tellement différents. Mais c'est vrai que ça te fait un petit tic-tac intérieur où tu te dis, ah ben, ok, ben toi pour l'instant t'as tel âge, j'ai 35 ans, je suis encore loin du but que je m'étais fixé quand même, et tout, tu vois. Mais donc c'est le doute, c'est sans cesse la remise en question, sans cesse se demander quel est l'avenir aussi de tout ça, se demander mais ça, c'est tellement subjectif que ça réside dans les mains de gens qui ne sont pas du tout C'est des artistes clair. eux-mêmes et que quand tu as un réalisateur ou un directeur artistique qui a envie de toi mais que c'est une personne qui se dit non, non, parce qu'il y a son pote, sa potesse, parce qu'il y a dans une oreille ou bien dans un feeling avec quelqu'un d'autre qui fait qu'il a envie d'aider cette personne-là plutôt. C'est aussi peut-être de l'aide, hein, l'envie de faire émerger quelqu'un d'autre, de faire confiance à quelqu'un d'autre, sauf que ben, ça se base pas des fois sur des jugements artistiques. C'est là où j'ai un vrai problème avec ça, quoi, malheureusement. Alors, je reviens sur ce que tu disais, sur ta phrase, on se met pas avec des gens qui nous ressemblent. Alors que moi, j'aurais parié, surtout dans ces métiers très visibles, j'aurais parié l'inverse en me disant, ben, ce serait pour moi tellement plus logique qu'un acteur, qu'une actrice se mette avec quelqu'un qui fait le même métier parce que vous vivez la même chose. Vous avez justement les mêmes appréhensions, vous comprenez la détresse de l'autre quand il y en a, vous comprenez aussi les bonheurs de l'autre quand il y en a. C'est plus facile, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est plus facile d'expliquer, ben, j'ai 6 mois de tournage et de savoir que l'autre va pas se prendre la tête parce que vous êtes pas là pendant 6 mois. Donc, tu vois, moi, j'aurais pensé le contraire et là, tu nous dis, bah non, non, pas du tout. Girl, I tried. I fucking tried. Never no more. Never no more. Non, j'ai beaucoup essayé les danseurs. J'ai essayé un acteur et tout ça, mais too much ego in the house. Too much ego in the C'est vrai. house. No way. Non, mais c'est-à-dire à un moment donné, alors pour le coup, je n'ai pas tant testé les comédiens, mais je crois que ça m'intéresserait pas non plus, tu vois. Ça m'intéresserait pas d'être dans ce truc où on est sur pas forcément le même créneau, hein, parce que je suis pas attiré par des mecs qui me ressemblent ou quoi, mais je trouve ça aussi plutôt intéressant de découvrir quelqu'un d'autre dans sa différence.
Et Dieu Ouais. sait qu'on est différent avec mon mec. Et voilà, donc c'est ça la partie intéressante. Après, c'est la partie la plus compliquée aussi dans la construction. Mais non, ouais, j'ai dans mon rythme, dans ma personnalité, dans tout ça, j'ai essayé. Non, 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 non. Mais je te comprends totalement. Moi, je pourrais jamais sortir avec un steward. Jamais de la vie. Ou avec un commandant de bord. Ouais. Jamais. Et pourtant, ce sont des gens qui comprennent parfaitement ce que je vis, tu Mais vois. oui. Pour le coup, je me suis dit, il faut quelqu'un qui voyage autant que moi. Donc en fait, j'ai choisi quelqu'un qui est pas du tout dans l'aérien, mais qui voyage autant que moi, donc qui comprend ce que je vis. Mais c'est vrai que je te rejoins, j'aurais jamais pu sortir avec un stew, c'est pas possible. Même pas en rêve. Et tu vois, mais du coup, dans ce que tu dis, bah moi j'ai choisi quelqu'un qui serait capable de me suivre et qui comprend mon rythme, C'est important. voilà, et qui va plus loin en fait là-dedans dans ce plus que de ce que je fais, que d'aller trop vite, d'aller machin et tout ça, mais qui comprend et qui va pas le juger, qui va m'aider à mieux l'apprivoiser, tu vois. Donc voilà, j'ai aussi assuré là-dessus, assurer mes arrières, qui est quelqu'un de solide, quoi, tu vois. Est-ce que t'as déjà oublié un texte? Ah oui, C'est vrai. ah Tu oui. sais, moi, je me dis, j'ai un truc où je me dis, les acteurs, les actrices, vous êtes trop forts parce que comment vous faites pour retenir des scripts entiers? Et je me dis, au fond, moi, j'y arriverai jamais. J'ai une mémoire de poule, j'y arriverai jamais. Je me dis, mais comment vous faites? C'est quoi l'astuce? Et en fait, là, tu me dis, bah non, moi, j'oublie aussi. Donc bon, Mais il y a une astuce, il y a une vas-y, je veux la astuce. savoir. On veut la C'est savoir. que nous sommes les seuls avec mes partenaires à connaître le texte. Vous, public, vous ne connaissez pas le texte. Donc, si tu vois Ouais, que je ferme ma bouche et que je suis en mode comme ça, ben, tu te dis pas que j'ai un trou. Tu te dis... c'est vrai. Surtout qu'en fait, on cède. On sait que, bon, ben, il enchaîne pas. Bon, ben, ok, on va y aller. Et on va relancer le truc. Et puis après, tu sors, tu fais, oh là là, j'ai eu un trou. Et tout le monde te dit, bah, ça s'est pas vu. Comment t'as fait? Et toi, t'as juste l'impression que les 10 secondes qui se sont passées, ou blanc dans les yeux, tu vois, que t'as l'impression que ça a duré 10 minutes et que tout le monde a vu et que tout le monde se dit oh le pauvre, il n'a plus son texte, il sait pas qu'il faut enchaîner, mais alors que pas du tout. On est les Mais c'est seuls à vrai. connaître le texte et la suite des choses. Vous découvrez, donc voilà. C'est plus facile, quoi. Non, bah oui, c'est tout con, mais oui. Quel est le rôle le plus complexe que tu aies eu à jouer? Quel est le rôle le plus complexe? Laisse-moi réfléchir. Hmm. Ouais. Question piège. C'est pas... Ouais, parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des rôles compliqués. Je me dis plutôt qu'il y a, ça fait un peu noyer le poisson, mais des pédagogies, des visions différentes des personnes qui dirigent, où tu te dis, ah putain, ouais, mais qu'est-ce que veut cette personne? Comment y aller et tout ça. Par exemple, pour répondre à ça, un jour j'ai fait un stage avec un grand nom américain d'une méthode et tout. Et donc j'interprétais un mec dans un camp de concentration d'un texte d'un auteur formidable. Et purée, le gars, mais je pouvais, il avait besoin de concret, de réel, je sais plus ce qu'il disait. C'était complètement débile en plus. Enfin, ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas, pardon, c'est pas bien de dire ça. Ça me correspondait pas. On n'était pas du tout en phase. Et là, j'étais en mode, mais tu vois, à chercher à l'intérieur, à dire, oh là là, mais mince, mais du coup, est-ce que c'est parce que voilà, c'est peut-être trop loin de moi, cette histoire et tout ça. Donc, tu vois, je partais dans plein de choses. Je me disais, ok, va chercher dans tes ancêtres au niveau de l'esclavage, cette douleur, cette blessure, cette fatigue et tout ça. Et malgré ça, ça ne fonctionnait pas. Donc, à ce jour, ça a été, oui, le rôle le plus difficile à travailler, même si c'était pas dans un cadre concret, payé, professionnel et tout ça. C'était professionnel parce que c'était de l'apprentissage, mais voilà, ça a été le plus dur parce qu'en fait, on n'était pas du tout en phase avec le mec. Ouais, je comprends. Quel est l'acteur ou l'actrice avec laquelle t'aimerais vraiment jouer? Quelqu'un te dit, ça, par contre, ouais, c'est l'un de mes goals, j'aimerais trop. Ouais, c'est Meryl Streep à fond.
À Tu fond, à m'étonnes. fond, à fond. En France, j'aimerais beaucoup Aïssa Maïga. Ouais. Voilà, il y a des petites pépites comme ça, et puis même des personnes qui sont dans le game à fond, tu vois, genre les Labekti. J'aime beaucoup. J'avais beaucoup aussi vu une pièce qui m'avait touché avec Lynn Renault. C'est une femme qui, bon, je pense que malheureusement, elle n'est plus du tout sur les planches, puis elle est Ouais. âgée. Mais ouais, j'avais envie aussi de jouer, de rencontrer cette femme. Et sinon, ouais, pour les Américains, moi je t'ai dit, hein, c'est Meryl Streep, Angela Bassett, Viola Davis. C'est plus attiré par des actrices que des acteurs, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça reste facile pour un acteur français ou une actrice française de percer aux États-Unis? On a vu Marion Cotillard, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est de plus en plus facile pour nous, je m'intègre dans le truc, de Ouais. percer aux États-Unis? Euh, je... je trouve que ça permet en tout cas d'avoir le champ des possibles un peu plus ouvert. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit simple. Ça l'est pas parce que, bah, voilà, je veux dire, Marion Cotillard, Jean Dujardin, tu vois, ils sont passés par plein de trucs. Et j'ai vu d'ailleurs une interview de Jean Dujardin qui disait oui, on lui avait dit s'il fait un game fee, c'est fini. Il a fait bah non. Oh, tu vas faire Brise de Nice, oh là là, fais gaffe, hein, pas bien. On va te dire bah non. Tu vas faire un film muet. À quoi ça Ouais, sert? ah oui, Et bah ouais, tout. ça, je me Il a rappelle. fait bah non, je vais le faire. Et donc du coup, enfin voilà, tu vois. Donc en gros, c'est assez inspirant parce que tu te dis, ben voilà, c'est des gens qui sont pas restés dans leur case et dans les étiquettes qu'on a voulu leur donner, tout comme on a pu me dire, attention, en ce moment au théâtre, tu fais beaucoup de rôles d'homosexuels, fais gaffe, on va te cantonner. Mais les gars, on peut me donner tous les rôles de gay, on peut me donner tous les rôles de métis, de noir, de dealer, de tout ce que tu veux, mais je vais te les faire, je vais les faire tous parce qu'en fait, c'est pas ça que je vais jouer, c'est pas l'étiquette que tu mets, c'est l'émotion qui sera toujours différente. Le mec que j'ai Exactement. fait là, il est gay, sauf que bah, il a un problème avec son mec, il y a un problème donc voilà, un truc de relation sentimentale. Ensuite, lui, bah, il s'est fait tabasser dans la rue, c'est un autre sentiment. Ou bien, bah, lui, hop, il est putain, mais super haut placé et tout ça, pédant, pas bien, c'est une autre émotion, tu vois. Donc, Ouais. je les ferai tous, même si c'est 10 d'affilée, je les ferai tous. Mais j'adore ta vision parce qu'en fait, tu restes déjà, tu restes pas cantonné à ce qu'on veut de toi, mais tu te donnes la chance de te dire non, mais je suis un acteur, donc l'idée c'est de jouer tout ce qui est possible de Bien jouer. sûr. C'est ça ton Mais métier. bien sûr, parce qu'en plus si on m'avait dit oh là là fais pas trop de théâtre parce que tu vois les gens ils aiment pas trop au cinéma machin, oh là fais pas trop de cinéma parce qu'après tu vas jouer petit, oh là là, oh là là, le doublage mais attention putain c'est tellement fermé tout ça. Si j'avais écouté tout ça, j'aurais rien fait. Je n'aurais rien Ouais. fait. Pareil, si j'avais écouté les gens quand je disais ah ben je vais aller à Paris, je vais être acteur, et qu'on dit oh là là mais Mike arrête, réveille-toi, tu t'es en Martinique, stop. Ben non, tu vois. C'est pour toi, c'est quoi le plus grand frein qu'on puisse avoir? Le petit saboteur, comme dirait RuPaul, c'est cette petite voix qui te dit bah ouais, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu croyais. C'est ces doutes qui sont là et tout. Et tout comme c'est ça le plus dur, en fait, c'est cette petite voix qui est trop forte. Mais ce qui est le plus dur aussi, c'est d'entendre la vraie, la bonne, celle qui te permet de repousser toutes tes limites et qui te dit, bah ouais, bah en fait, demain, je me remets à écrire. Demain, je fais ce que j'ai dit. Demain, je vais me mettre face à mon hôtel et puis méditer. Voilà. Et cette petite Mais voix-là, elle comment est tu fais? Elle est là, tu vois, mais comment tu fais? Parce que, ok, t'as la voix qui te dit tu vas pas y arriver, t'as l'autre qui te dit tu vas y arriver. Comment tu fais pour aller vers celle qui te dit tu vas y arriver? C'est quoi, pardon, pour toi, le truc qui te dit non, c'est cette voie-là que je dois choisir? Est-ce que tu as une astuce ou un truc qui, tu vois, pour les gens qui douteraient, qui ont cette petite voix et qui vont plutôt pencher vers non, soit t'es pas prêt, soit t'as pas la bonne couleur de peau, soit t'es pas assez performant, peu importe, anyway, mais
Comment on fait pour basculer de l'autre côté en se disant mais si tu peux le faire? Bon, alors déjà, pour péter un tout petit peu plus haut que mon cul, je refuse J'adore. d'être, je refuse d'être une victime, de m'associer moi en me disant, toi, du coup, c'est ça, est-ce que tu entends ta petite voix mauvaise là et tout, c'est ça, et t'es qu'une merde et tout ça. Non, ça du coup, j'ai la chance que non. Mais en parlant de discipline tout à l'heure, bah, par exemple, pour écouter de plus en plus la voix inaudible, mais qui nous permet de repousser nos limites, je trouve que la discipline de la méditation, ça permet de faire taire, en fait, de calmer les choses, de ne pas juger, parce qu'on dit qu'elle est mauvaise, cette voix, mais on la juge, tu vois, sauf qu'elle est là, elle est là. Ok, tu es là, copine, je t'entends, je t'ai entendu, ok, c'est bon, ok, cool, maintenant, tais-toi. Et en fait, on est maître. On est maître. Et la méditation peut aider à ça, vraiment. Où, ben, ok, le matin, j'observe, tu es là. Je vais pas forcément avoir l'objectif d'écouter cette voix qui va me dire, ok, pour ouvrir tes chakras, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça marche pas comme ça. Mais au moins, ça va permettre de calmer les choses à l'intérieur pour que ben, comment dire, les bonnes intentions viennent, la bonne impulsion arrive, quoi. Tu te vois comment dans 10 ans? Alors, je me vois papa, je me Yeah. vois toujours exerçant mon métier, surtout toujours l'exerçant, et joyeux de pouvoir dire, mais ouais, on a eu raison de continuer d'y croire et d'être là et de faire des choses pour que ça permette d'aller encore plus vite, quoi. Donc là, je me vois, voilà, je m'y, je me vois peut-être avec ma statuette de je ne sais quoi, un Molière, César, mais avant tout, voilà, dans une good place, en mode, je suis pas encore rassasié de ce métier. Voilà. Trop bien. Un conseil que tu donnerais à un jeune qui nous écoute et qui voudrait faire ce métier, que ce soit le théâtre ou le cinéma, tu lui donnerais quel conseil? Mais fonce, fonce, fonce. Donne-toi les moyens, rassure tes parents, va jusqu'au bout, prends ton bac, tu vois. Mais après, il faut foncer, il faut juste y aller parce que ben, c'est plus fort que soi. Et si c'est plus fort que toi, ben, ça sera pas autrement. Tu auras beau faire tous les métiers, aussi nobles soient-ils les uns que les autres, ça te reviendra dessus. Donc si ça te revient, mais je t'en supplie, écoute ça et vas-y, fonce. Et puis surtout, ben, toujours rester. Ça, c'est à l'époque une chanteuse qui s'appelait Miss Dominique qui avait dit ça. Ouais, Parce qu'elle oui. avait percé, elle a percé très tard et en fait, elle avait dit aussi bah, qu'elle a fait en sorte à chaque fois de faire quelque chose, même si c'était pas du chant, mais qui restait dans le domaine artistique à chaque fois. Donc voilà, ça ne veut pas dire que si tu bosses dans un centre commercial, que tu ne puisses pas rajouter quelque chose d'artistique. Tu peux être là, être dans la sympathie et tout le temps jouer. Ben, chaque client, tu es quelqu'un d'autre, ou bien tu parles au micro, tu fais de la présentation, ça reste là-dedans. Quand je voulais être avocat, ben, il y avait aussi une part de comédie hein, là-dedans. C'est ça aussi qui m'attirait. Donc, tu vois, faut jamais se flageller à se dire, bon, ben, ouais, je veux être comédien, mais pour autant, tu vois, je bosse dans un bar. J'ai fait ça, j'ai bossé dans un bar, sauf que j'étais entouré que d'artistes dans ce bar-là. Trop bien. Donc finalement, tu étais encore dans ton élément. Voilà, tu vois. Et en fait, c'est là, donc, foncer, étudier jusqu'au bout, jusqu'au bac au moins, et se former après pour avoir les bonnes bases. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on papote. Ah. Dernière question, mais je pourrais parler encore 2 heures avec toi. C'est super agréable. Dernière question, il paraît que c'est la plus dure. Tu me diras, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Ah, je me rappelle que j'ai entendu ça dans tes autres podcasts. Je me suis dit, oh, prépare-toi à cette question. Je me suis pas préparé, putain. Ah mince. Vous pouvez répéter la question. Une chose à... Un message que tu as envie de faire passer ou quelque chose de ton expérience que tu as vraiment envie de faire ressortir. Voilà. Ou un truc que tu veux nous dire. Là, c'est ton moment. Ben, alors, tu vois, je t'ai parlé de toutes les belles choses qu'on a pu me dire, des retours d'amis et tout ça. Et je pense que
le meilleur conseil que j'ai pu donner à des amis chers, c'est dans des périodes compliquées pour eux et tout ça, de leur dire, bah, tant qu'il y a une seule personne sur Terre qui t'aime, que la vie vaut de la peine d'être vécue. Waouh, j'adore. Alors je note tout ce que généralement je le dis. Alors pour les gens qui nous écoutent, cette dernière phrase que je demande à mes invités, je la note et après je la mets sur Instagram en citation parce que je me dis que c'est des choses très importantes et j'ai envie que les gens gardent ça aussi en mémoire parce que quasiment tout le temps, ce sont des phrases hyper inspirantes et je trouve que celle-là elle est magnifique. Est-ce que tu peux nous la redire? C'est une seule personne Tant qu'une seule personne t'aime sur cette terre, la vie vaut la peine d'être vécue. Et je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Bien sûr. Et puis la personne, c'est tout. Ça peut même être un animal, ça peut même être, tu vois, voilà, c'est à un moment donné, c'est pour aussi se redonner une sorte de responsabilité, ouais, quelqu'un m'aime et j'ai encore des choses à donner aussi à cette personne. Et voilà, je trouve de l'énergie pour rester là, quoi. Merci Maï pour ce moment, c'était super, j'ai adoré. Merci à toi. Et hâte de voir ce jour où tu recevras ta première statuette et je me dirai, il l'avait dit. Ouais, fingers crossed. Merci à vous d'être là chaque semaine, de plus en plus nombreux. Et comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.